Au risque de contredire un peu l'exposé précédent, notre vision à nous, c'est que l'innovation est agnostique et que donc l'opposition traditionnelle entre la R&D, le marketing, le digital, elle est très vraie à l'intérieur de l'organisation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en est sorti. Mais en fait, elle est totalement, je dirais, inutile et contre-productive. Donc je m'explique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intitulé la présentation « Algorithme ou heuristique », parce que c'est précisément les deux mondes qui s'opposent dans l'entreprise, quelle que soit, je dirais, l'origine ou la chapelle des protagonistes. C'est une espèce d'obsession avec, je dirais, tout ce qui est quantitatif, analytique, et une volonté absolue d'essayer de tout mettre en algorithme. Ça, c'est l'entreprise. Et l'innovation, c'est plutôt de l'heuristique. Alors, on verra comment on a eu je dirais, la prétention de répondre à cette opposition dans les quelques charts qui suivent. Donc moi, je vais essayer de respecter le timing. Donc elles sont assez courtes, je ferai peu de commentaires. Donc Pernod Ricard, c'est un groupe qui est né en 1975 de deux sociétés familiales qui se partageaient en fait le marché français et qui étaient en concurrence directe et frontale historiquement depuis les années 30. C'est un modèle décentralisé. Et la décentralisation est inscrite dans les valeurs du groupe, qui repose sur essentiellement deux jambes. L'une qui sont les sociétés de marque, parce qu'on est un groupe de marques, et l'autre, les sociétés, je dirais, qui sont présentes dans les marchés, qui sont au nombre de 89 aujourd'hui dans le monde entier, et qui ont en charge en fait la mise en marché et on va dire l'activation des marques et des programmes marketing. Alors la plupart de nos marques sont vraiment enracinées dans les traditions. La plupart ont 1 ou 2 siècles d'existence et on est très orienté effectivement aussi sur ce qu'on pourrait qualifier d'artisanat, c'est-à-dire il y a un vrai savoir-faire autour de ces marques qui sont en fait juste l'expression d'un travail très manuel qui commence souvent d'ailleurs par un travail agricole. Alors, en 2010, on a réfléchi à renforcer l'écosystème d'innovation de Pernod Ricard, qui était embryonnaire. Embryonnaire parce qu'on a concentré nos efforts pendant 10 ans sur la croissance externe, et donc l'innovation n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Donc en 2012, on a mis en œuvre la réflexion, et la réflexion et le modèle reposent sur une segmentation d'innovation, c'est-à-dire de ne pas parler d'innovation au sens large, parce que l'innovation revêt des réalités très différentes, mais essayer de segmenter l'innovation, je dirais, en termes de disruption. Alors, on a créé 3 catégories, on ne les a pas inventées, elles existent déjà. L'innovation incrémentale, qui est l'innovation organique, qui permet d'actualiser en permanence son business model, ses marques, et de les rendre je dirais de façon quasiment permanente, leur donner une pertinence pour les consommateurs. Le stretch qui est en fait, je m'éloigne un peu, je dirais, du core business, j'essaye d'étendre, je dirais, ma franchise. C'est-à-dire aujourd'hui, je prends une marque de voiture qui produit des voitures. Demain, elle décide de produire des 2 roues, des 3 roues. Bon, c'est du stretch. Et le breakthrough, qui est un peu, je dirais, la version ultime de l'innovation, c'est-à-dire vraiment une rupture. Et la rupture, nous, on l'a définie comme un produit en rupture ou un service, une expérience en rupture. C'est ce qui change fondamentalement, du point de vue de l'être humain, son usage, son expérience d'une catégorie, d'une technologie. Donc évidemment, il y a énormément d'exemples. Nespresso a changé, je dirais, les usages et l'expérience café à la maison. L'écosystème autour de l'iPhone, en fait, iTunes et tout ce qui est App Store, a changé, je dirais, les usages et l'expérience en fait qu'on avait de son terminal mobile.
voilà, il y a plein d'exemples, mais la rupture pour nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça touche le consommateur. Ce n'est pas une rupture par rapport à l'interne, c'est une rupture par rapport à l'être humain. Alors, l'incrémental, lui, il est complètement intégré dans l'organisation. Donc, il fait vraiment partie, je dirais, de ce qu'on appelle ici l'organisation corporate. Le stretch, il est mixte, en fait. Nous, on y a répondu par un modèle un peu hybride. C'est-à-dire qu'il y a effectivement du stretch à l'intérieur, mais il y a aussi du stretch, en fait, qui s'appuie sur les collaborateurs du groupe. C'est-à-dire qu'on a mis en place une plateforme, je dirais, de venture. C'est-à-dire qu'on finance, en fait, des idées d'innovation de collaborateurs, d'individus. Il passe à travers il y a une espèce d'appel à projet annuel. Là, on en est à la saison 2. Donc, première saison, à peu près 150 dossiers d'innovateurs inconnus, puisque certains étaient des ouvriers de ligne, qui ont soumis, je dirais, leurs idées sous forme d'un one-pager et d'un pitch d'1 minute sur leur iPhone vidéo. Donc ce concours interne a pour but de faire émerger des projets plutôt stretch et de financer leur développement jusqu'au stade, je dirais, de l'incubation d'une start-up. Donc là, aujourd'hui, on est en train d'incuber 3 start-up issues, je dirais, d'idées de collaborateurs internes. Ce sont ces mêmes collaborateurs qui sont à la tête du projet. Et là, on part sur une deuxième saison qui va, je l'espère, avoir autant de succès. Et le dernier, c'est le breakthrough. Donc là, on a clairement décidé de localiser cette activité en dehors de l'organisation. Elle reporte directement, en fait, à la direction générale. En l'occurrence, aujourd'hui, le numéro 2 du groupe qui est, en fait, en charge des marques, Thierry Billot. Et demain, Alexandre Ricard, qui est le futur président du groupe. Donc, une organisation qui est complètement isolée de l'organisation, je dirais, corporate, qui a un budget de fonctionnement et je dirais une grande autonomie, mais surtout un budget de fonctionnement qui est complètement, je dirais, protégé. Et entre guillemets, un point de contact, un seul donneur d'ordre, soit le président, en fait, le futur président du groupe. Donc cette organisation-là, elle a ses méthodes, elle a son agenda et elle n'a pas pour vocation aujourd'hui de prendre, je dirais, des sujets ou des projets qui naissent à l'intérieur du groupe. Elle a totale liberté sur, je dirais, avec un certain nombre de liens quand même, à totale liberté pour aller, je dirais, défricher des sujets qui ne sont pas défrichés en interne. Alors, l'innovation incrémentale, nous, on considère qu'elle a quelques caractéristiques. Généralement, elle est centrée... Alors, oui, l'innovation doit être centrée sur l'humain, oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, plus sur l'humain que sur le consommateur. Le consommateur, c'est restrictif. L'humain, c'est tout le monde. Donc, sur l'incrémental, enfin, en tout cas, ce qu'on constate chez nous, c'est que c'est centré sur les catégories, les produits, les marques ou sur les marchés. Et on a là, en fait, des équipes qui sont intégrées, soit dans les marchés, soit dans les marques. Sur le stretch, donc j'ai parlé du fonds Kangourou. Et par ailleurs, on a bien des équipes d'innovation au niveau des équipes marketing des marques qui travaillent sur le stretch. Sur le breakthrough, on a une unité qui est complètement à part et qui est composée de gens qui sont pour l'essentiel extérieurs au groupe, à l'exception de quelques-uns qui ont fondé en fait cette activité. Et surtout, c'est une structure qui, par définition, fonctionne en réseau, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de permanents. Et par contre, un recours, je dirais, à des compétences, des talents extérieurs qui est très important et qui, en fait, décuple largement la structure fixe de l'équipe. Alors, tout ça, on a essayé de quelque part, quand on y a réfléchi, on a quand même essayé de faire un petit benchmark, en fait, sur un panel relativement important de sociétés dans le monde, en tout cas de sociétés innovantes. Et donc nous, on est arrivé à une conclusion qui vaut ce qu'elle vaut, qui est un petit mapping en fait
En abscisse, on essaye d'identifier, je dirais, si la structure d'innovation dont on va parler est plutôt sur ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire, on va dire schématiquement le think tank, ou sur l'offre. Et en ordonnée, plateforme actuelle ou nouvelle plateforme. Donc on dira on part de l'incrémental pour aller au breakthrough. Alors on a identifié au total 5 catégories, la dernière étant en bas en rose, et je finirai par elle. Et je vais commencer par ce qu'on appelle l'optimizer. Ce sont des structures qui apportent essentiellement de l'information à des équipes marketing pour leur permettre, je dirais, de nourrir leurs réflexions en termes d'amélioration de l'offre. Donc là, on est plutôt dans de l'incrémental, et là, on a plutôt une structure qui elle-même est qualifiée d'innovation, qui est sur de l'agrégation d'informations. En haut, le thinker, c'est Daimler-Benz, par exemple, qui a en fait une structure de prospective et qui est plus un think tank, qui lui aussi vient nourrir en fait globalement, on peut dire, la réflexion stratégique de Daimler et ne se limite pas du tout aux plateformes existantes, c'est-à-dire qu'il regarde vraiment de façon assez large l'environnement. On a l'extender, et alors le fameux cas Samsung qui était cité tout à l'heure, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que là, c'est d'ailleurs l'exemple du benchmark, ce sont des gens, enfin des structures d'innovation qui sont en fait pas vraiment au sein des équipes marketing, un peu à côté, mais qui sont là pour, je dirais, aider les business units à développer, étendre leurs offres. Et le dernier qui est en fait Lego, ce qu'on a appelé par un terme un peu barbare le visionpreneur, en fait, qui est une contraction du visionnaire et de l'entrepreneur, qui lui est vraiment dans le développement de nouveaux business et de nouvelles plateformes qui offrent à Lego en fait un accès à de nouveaux marchés et à de nouvelles catégories. Le dernier, alors c'est ce qu'on appelle l'enabler, c'est généralement un service fonctionnel, innovation, qui apporte best practice et qui fait du recueil, je dirais, de best practice en interne, en externe, et qui gère aussi la formation à l'innovation. Merci beaucoup d'avoir tenu dans le temps. Vous voyez ? Bravo. Et il reste 2 minutes pour des questions, pour atteindre 20 minutes.